Bienvenue à Planète Terre. Cette semaine, nous allons d'abord parler d'un grand malade, le dollar américain. Vous avez vu que sa valeur décline depuis quelque temps. Le dollar canadien monte, l'or monte également. Pourquoi est-ce que c'est en train de se passer? Nous en discutons avec Martin Coiteux, économiste au HEC, qui nous dira aussi quelles seront les conséquences de ce déclin pour nous au Canada et au Québec. Ensuite, on se transporte en Chine pour discuter du virage social chinois. Depuis quelque temps, le gouvernement chinois s'occupe plus qu'auparavant des conditions de travail des ouvriers chinois, des travailleurs migrants et des paysans. Est-ce que ce virage social est important? Est-ce qu'il est crédible? Est-ce qu'il change vraiment la réalité? Nous en discutons avec deux invités. D'abord, Sébastien Carrier, qui est doctorant en anthropologie et qui revient d'un terrain en Chine, et Jeanne Su, qui est professeur d'économie, titulaire de la chaire Jarizowski à l'Université Laval. Finalement, dans notre bloc recension, voire les réentendre, notre collègue Michel Fortman a lu pour nous deux livres qui expliquent comment une société et des individus peuvent passer au barbarisme. Comment on devient bourreau dans les cas de grands génocides qu'a connus l'Occident et l'Afrique au cours du dernier siècle. Alors, un sujet lourd qu'il discutera avec tout le tact dont il est capable. Alors, merci de rester avec nous pour cette émission et tout de suite après la pause, derrière le bruit du dollar américain qui tombe. Il y a quelques mois, Tim Geithner, le secrétaire américain au Trésor, s'est rendu à Pékin pour s'adresser à des étudiants d'une université de Pékin. Il leur parlait de la relation entre les États-Unis et la Chine et tous les étudiants, comme tous les lettrés en Chine, savent que les Chinois possèdent pour 1,5 milliard de dollars de bons du Trésor américain, c'est-à-dire qu'ils possèdent, ce sont les plus grands propriétaires de la dette américaine. Alors, ils se demandent si ces obligations vont garder leur valeur, parce que si le dollar se met à chuter, la valeur de ces obligations va aussi chuter. Alors, Tim Geithner leur a dit, ce qu'il dit sans arrêt, il a dit, ne vous inquiétez pas, les obligations des États-Unis sont de bonne valeur et vont continuer à le rester. Et la réaction des étudiants dans la salle, ça a été un certain nombre d'éclats de rire. Alors, c'est assez révélateur de la fragilité ou du moins des inquiétudes qui entourent la valeur du dollar américain. Et nous allons en parler avec notre invité aujourd'hui, Martin Coiteux. Merci beaucoup d'être là. Bonjour. Alors, Martin Coiteux, vous êtes professeur agrégé au service de l'enseignement des affaires internationales des HEC. Votre dernier texte paru, « Les affaires internationales dans un environnement transformé par la mondialisation » dans la revue Gestion. Et vous suivez les questions de gouvernance, mondialisation, gouvernance économique. Et la grande question qu'on pose en ce moment, c'est le dollar américain a-t-il commencé la fin de sa période historique de domination monétaire? Et si oui, qu'est-ce qui va se passer? C'est une question qu'on se pose déjà depuis un certain temps. C'est pas lié à des événements récents, parce que les États-Unis ont un double déficit. Déficit budgétaire, déficit de leur balance courante depuis de nombreuses années. La contrepartie, évidemment, c'est une augmentation considérable de leur endettement vis-à-vis du reste du monde, mais ça veut dire que le reste du monde accumule des créances sur les États-Unis à un rythme qui n'est pas nécessairement soutenable. Alors, même avant la crise financière qui a commencé en 2008, il y avait déjà beaucoup de personnes qui se posaient la question de savoir s'il n'y aurait pas une dépréciation très importante du dollar américain. Elle a déjà en partie eu lieu, en bonne partie, puisque l'euro est né avec une valeur qui est inférieure à celle du dollar américain et s'est apprécié fortement depuis. Par contre, il y a des monnaies qui sont en régime de change fixe, notamment le yuan. Et donc, il y a une partie du choc qui aurait dû être encaissée par le yuan. Ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Le yuan chinois. Tout aussi longtemps qu'on maintiendrait un régime de change fixe. Donc, c'est quelque chose qui existe, qui est dans l'air depuis longtemps. Ce qui a changé avec la crise financière, évidemment, c'est le rythme auquel augmente l'endettement américain. Il y a une certaine correction de la balance courante américaine, ce qui est de bon augure. Mais par contre, le Trésor américain... Comme il y a moins de consommation aux États-Unis à cause de la crise, les Américains achètent moins de produits chinois, donc il y a moins de déplacement de moins devises. de consommation en règle générale, et comme la consommation américaine a un fort contenu en importation, moins d'importation de façon générale, et moins de besoins en crédit également. Par contre, le gouvernement américain a plus que repris le relais. C'est ça, en créant de la dette, évidemment, pour ces programmes de stimulation fiscale. Alors, cette dette, il faut la financer, on la finance en obligations,
Et là, on se tourne encore vers la Chine ou vers les pays du Golfe qui ont aussi à peu près 1000 milliards de dollars. Exactement. Les pays qui sont en surplus sont la Chine, sont les pays du Golfe. La Russie a quelques difficultés à l'heure actuelle, mais la Russie, avant l'effondrement du cours des matières premières, était également un grand créancier. Donc, finalement, les grands pays émergents plus les pays du Golfe Persique sont les grands créanciers des États-Unis à l'heure actuelle. Et lorsqu'on voit un déficit budgétaire qui peut atteindre 9 à 10 du PIB pour un certain nombre d'années à venir, l'augmentation de la valeur de la dette pose une question sur la valeur des bons du Trésor. Ça, c'est très clair. Alors, jusqu'à présent, ou jusqu'à la crise, on se disait, on est dans un genre d'équilibre de la terreur, c'est-à-dire que les Chinois, pour parler d'eux, ont besoin des Américains pour acheter leurs produits et les Américains ont besoin des Chinois pour détenir la dette américaine. Oui. Alors, tant que ça fonctionne, tant qu'on n'a pas de doute sur le fait que on va continuer à acheter des Chinois et les Chinois vont continuer à acheter de notre dette, on peut durer comme ça indéfiniment. Mais là où ça commence à poser problème, c'est si on pense que la valeur de la dette va se dégrader. Si la valeur du dollar américain chute, à ce moment-là, la dette perd de sa valeur. Donc, on commence à voir des signes, à la fois chez les Chinois, chez les Russes, chez les Brésiliens et d'autres, de dire, il faudrait commencer à penser à, pour le moins, diversifier nos devises, de ne pas tout mettre nos œufs dans le panier du dollar. Alors, comment est-ce que ça se passe? Quels sont les signaux qu'on voit? Vous avez fait une très belle analogie avec l'équilibre de la terreur, parce que c'est ce qui fait en sorte que les Chinois ne se sont pas lancés jusqu'à maintenant dans une vaste diversification de leurs avoirs de réserve. Les Chinois possèdent le tiers des réserves internationales de change dans le monde. C'est un cas à part. Donc, c'est le premier acteur concerné par cette question. Ils ne l'ont pas fait simplement parce qu'ils se tireraient dans les pieds, parce que s'ils devaient massivement opter pour l'euro, s'ils devaient massivement opter pour quelque monnaie que ce soit, la dévalorisation de leurs actifs en dollars américains serait immédiate et donc ils s'appauvriraient, les Chinois. Alors, ils cherchent une alternative. Cette alternative, elle a été avancée par le directeur de la Banque centrale de Chine récemment, au cours des derniers mois. Elle consiste à remplacer graduellement le dollar par les droits de tirage spéciaux, qui est une monnaie artificielle. Ouais, alors, qu'est-ce que c'est? Décrivez-nous les droits de tirage spéciaux. Je ne peux pas en acheter, mais je ne peux pas échanger du dollar canadien contre des DTS ou bureau de change. Non, il n'y a que les banques centrales qui font des transactions entre elles en DTS. Le DTS, droit de tirage spécial, a été créé en 1969 par le Fonds monétaire international à une époque où la plupart des grands pays vivaient en régime de change fixe. C'est-à-dire exactement le même régime dans lequel vit la Chine aujourd'hui. L'idée, c'était qu'avec la croissance des économies mondiales, avec la croissance du commerce international dans un régime de change fixe issu des accords de Bretton Woods après la guerre, qui était toujours en vigueur en 1969, les banques centrales avaient besoin de davantage d'avoirs de réserve. Et pour qu'il y ait davantage d'avoirs de réserve, il faut qu'il y ait un pays qui soit en déficit et des pays qui soient en surplus. Alors, comme on essayait de maintenir un certain équilibre, il y avait une insuffisance en réserve internationale. Donc, le FMI a créé les droits de tirage spéciaux. Il a émis littéralement des avoirs de réserve qui n'existaient pas en vertu de l'accord des pays membres. C'est ça. Alors, donc, il les a répartis entre les pays membres en fonction, évidemment, de leur poids dans le capital du FMI. Et c'était un avoir totalement artificiel, entre guillemets, qui était basé sur la valeur des devises sous-jacentes, et en particulier à cette époque-là, des devises comme le dollar américain, de manière prépondérante, le Deutsche Mark, le franc, la livre sterling. À l'époque, le yen japonais. Je peux reformuler. Donc, on sait que dans chacun des pays, les banques centrales impriment de l'argent. Et selon leur politique monétaire, décident d'en imprimer davantage ou moins. Oui, lorsqu'elles acquièrent des actifs, elles paient en créant finalement une créance sur elles-mêmes qui vient de rien. Ça s'appelle de la création monétaire. C'est pas nécessairement imprimer des billets en tant que tel, mais on crée un actif qui peut un jour se transformer en billet. Et là, ce qui s'est produit, c'est qu'au niveau international, donc les droits de tirage spéciaux, c'est comme s'il y avait une banque centrale mondiale qui n'existe pas, mais enfin, c'est comme si elle a créé de l'argent. Et récemment, donc le Fonds monétaire international, à cause de la crise internationale, a augmenté considérablement le nombre, la masse monétaire, disons, de ces DTS. C'est très récent. C'est très récent. On a décidé de pratiquement multiplier par 10 la quantité de DTS et les répartir entre les pays membres du Fonds. C'est tout récent. À 300 milliards, oui. Oui, dans ces environs-là. Au cours de la dernière année, décision du G20. Oui, ça reste quand même très modeste. Le plan chinois va plus loin que ça. Le plan chinois souhaiterait
d'abord qu'on élargisse la définition du DTS pour inclure des devises comme, par exemple, le yuan chinois, bien entendu, comme le rouble, comme le réal brésilien, pour ne citer que ces trois. Changer donc la composition. Ce qui réduirait l'importance relative du dollar exactement. Dans ce bouquet de exactement, panier de devises. Exactement. Et donc, leurs propres politiques monétaires auront une influence plus grande sur la valeur de l'avoir international de réserve. Et ensuite, les Chinois souhaitent que les avoirs de réserve actuels, en majorité détenus en dollars américains, aussi en euros, soient convertis en DTS et soient gérés par un Fonds monétaire international, à l'intérieur duquel, bien sûr, le pouvoir serait un peu modifié. La composition des votes au FMI devrait changer, parce qu'il y a un autre aspect de tout cela, que l'on crée ou non un DTS avec une vocation d'avoir international de réserve. Les Chinois veulent avoir un plus grand mot à dire au sein du Fonds monétaire international. Dans la réforme de la gouvernance du FMI. Alors, laissons ça de côté pour l'instant. Tout est lié. Alors, quel est l'avantage que les Américains ont en ce moment d'avoir la devise de référence et qu'est-ce que ça leur en coûterait de perdre cet avantage si on va vers un panier de devises qui devient la référence? C'est un énorme avantage qu'ils ont à l'heure actuelle. C'est un énorme avantage qu'ils leur aient... Ils ne l'ont pas imposé. Il leur a été donné par la coutume internationale née des forces en présence sur le plan économique à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et ça avait même commencé avant avec la chute relative de l'Empire britannique. Mais c'est un énorme avantage. C'est l'avantage, finalement, d'avoir des déficits à répétition, budgétaires, bien entendu, mais aussi de la balance courante de l'ensemble du pays vis-à-vis du reste du monde, sans que ça n'ait de conséquences immédiates, par exemple sur les taux d'intérêt, et bien entendu sur la valeur de leurs devises vis-à-vis des devises étrangères, et donc sur le pouvoir d'achat des Américains sur l'ensemble des biens et services qui sont produits sur la planète. À partir du moment où on n'a plus ce pouvoir d'émettre une monnaie qui est un avoir international de réserve, ça force un rééquilibrage des comptes beaucoup plus grand que celui qu'on voit à l'heure actuelle. Et il y a deux forces en présence qui rééquilibrent les comptes. C'est la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis et c'est la baisse de la valeur de leurs devises. D'une manière ou d'une autre, ça va accentuer la pression sur les Américains pour qu'ils deviennent moins dépensiers et davantage épargnants, ce à quoi ils ne sont pas très habitués au cours des dernières 30 ans. À toute fin pratique. Leur taux d'épargne était à zéro. Leur taux d'épargne est à zéro et même aujourd'hui, mais disons, on parle des Américains, mais ils ne sont pas les seuls. On n'est pas très loin de ce côté-ci de la frontière de tel taux d'épargne ridiculement bas. Alors, il est à peine 5 % aujourd'hui, c'est plus de 30 % en Chine. J'ai vu un calcul récemment du comité Stiglitz, l'économiste, ancien prix Nobel de la paix, prix Nobel d'économie, pardon, qui disait que les Américains, puisque tout le monde achète leurs obligations, ils n'ont pas à financer leurs dettes comme un autre pays sur les marchés mondiaux, donc ils n'ont pas à payer un taux d'intérêt supplémentaire, et que s'ils avaient à payer un taux d'intérêt seulement d'un demi-point, 0,5 %, ça leur coûterait 19 milliards de dollars par année. Oui. Et c'est un peu ce qu'assume finalement la Chine, les pays du Golfe, en utilisant le dollar américain comme... Mais la hausse des taux d'intérêt, s'il devait y avoir un mouvement rapide, serait beaucoup plus importante qu'un demi-point. Ah oui. Beaucoup plus importante que ça. 19 milliards pour l'économie américaine, c'est une petite goutte d'eau. On parle d'augmentation plus importante si le mouvement vers un avoir alternatif était désordonné et très rapide. Là, on parle d'un mouvement lent, contrôlé, bien planifié, ce qui est un peu le plan des Chinois. Si la pression, c'est pas nécessairement une pression de court terme, il ne faut pas regarder les fluctuations à court terme de la valeur des devises. L'alternative au dollar américain, demain matin, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. L'or ne peut pas faire ça. L'euro ne peut pas faire ça. Bon, l'or, on comprend parce qu'on ne peut pas se promener avec de l'or et puis les grandes entreprises non plus, les banques centrales non plus. Mais pourquoi pas l'euro? Pourquoi l'euro ne devient pas la devise de remplacement? Parce que dans ce mouvement vers l'euro, on apprécierait davantage l'euro par rapport à sa position actuelle. Et déjà, les économies européennes ont énormément de mal à se remettre de la récession. Il y avait déjà beaucoup de mal avant la récession avec les taux de change actuels. Donc, un euro trop fort rend les produits européens trop chers à l'exportation? Absolument. Et évidemment, rend les produits importés excessivement peu chers et donc ça accentuerait le chômage et les difficultés sociales en Europe. L'Europe ne sera jamais prête à l'heure actuelle à assumer ce rôle-là. Elle ne peut pas. Au taux de change actuel et un taux de change qui serait peut-être 40 à 50 % plus élevé, l'Europe croulerait sous la pression. À 2 euros pour $1 plutôt qu'un et demi. Par exemple, c'est de ça qu'on parlerait. L'Europe serait incapable de fonctionner dans... Et il y aurait des tensions à l'intérieur de l'Union européenne. Il y aurait des tensions à l'intérieur de l'Union monétaire. Et les membres qui seraient le moins en mesure d'assumer cette pression-là seraient fort tentés de sortir de la zone euro. Et ça, les marchés le comprennent très bien.
Alors, le temps file. Une dernière question. Nous, au Canada, on a un dollar canadien qui, sans être lié de façon fixe au dollar américain, est quand même très influencé par la valeur du dollar américain. Quelle serait la conséquence pour nous si le dollar américain perd sa valeur, que ce soit graduellement ou rapidement? Bien, pour nous, c'est des difficultés, même type de difficultés que celles que je viens de mentionner pour la zone européenne, c'est-à-dire un mouvement général de baisse de la valeur du dollar américain vis-à-vis de l'ensemble des monnaies du monde. C'est également une baisse par rapport au dollar américain. Un tel mouvement également amène les marchés financiers à chercher des alternatives comme ils le faisaient avant le début de la crise financière en 2008. C'était dans le pétrole, c'était dans les réserves naturelles, dans les ressources naturelles. Et tout ce qui amène une augmentation du prix des ressources naturelles, en général, ça favorise le dollar canadien. Ça favorise sa valeur, ça favorise pas nécessairement nos exportateurs. C'est ça. Et en particulier les PME qui ont le plus de difficultés à s'ajuster et qui ne sont pas des multinationales, qui ne peuvent compenser par de la production et des marchés ailleurs. Donc, ça signifie donc une revalorisation du dollar canadien par rapport au dollar américain, oui, absolument, avec les problèmes que ça pose à l'exportation. Absolument. Et donc, nous aussi, à long terme, on a tout intérêt à ce que si on va vers le déclin du dollar comme avoir international de réserve et son remplacement par quelque chose d'autre qui soit géré de façon multilatérale, on a intérêt à participer à cette réflexion et on a intérêt à essayer de faire valoir notre point de vue là-dessus. Martin Coiteux, vous avez choisi une plage musicale qui illustre un peu notre propos. Qu'avez-vous choisi et pourquoi? J'ai choisi No Me Abandones de Kevin Johansson. No Me Abandones, ne m'abandonne pas. En fait, c'est une chanson sur l'infidélité. Mais dans ce cas-ci, évidemment, le dollar américain, pour conserver son statut d'avoir international de réserve, doit demeurer fidèle à certains principes et en particulier doit maintenir la valeur et donc doit contrôler ses déficits dans le futur. Et c'est bizarre parce que c'est une chanson en espagnol. Kevin Johansson, ça fait pas très espagnol. Non, Kevin Johansson est une personne extrêmement intéressante. C'est un Argentin qui vit à Buenos Aires, dont la mère est argentine, dont le père est américain. Il baigne dans les deux cultures, donc un pied dans les marchés émergents et un pied dans le marché dominant qui était les États-Unis. Donc j'ai trouvé que ça faisait un assemblage tout à fait intéressant pour la discussion d'aujourd'hui. Martin Coiteux, professeur au service de l'enseignement des affaires internationales des HEC, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce sujet qui va rester avec nous pendant un certain nombre d'années. Et nous écoutons, grâce à vous, Kevin Johansson, No Me Abandones. Sí, fui infiel, sí, fui cruel, fui pendenciero, inconsciente y tantas otras cosas. No fui hombre, ni fui zen, nunca fui dueño de virtudes como la paciencia. En profondeur, cette semaine, on revient sur la question de la Chine et sur un angle particulier, celui des droits sociaux des travailleurs migrants, un petit peu des femmes également. Parce que, comme vous le savez, la grande question sur la bataille pour les salaires, c'est de savoir si les salaires qui sont payés en Chine pour la fabrication d'un certain nombre de produits tirent à la baisse les salaires des travailleurs et salariés nord-américains ou européens. Donc, la question de la fixation des salaires et des avantages chinois a une répercussion jusque chez nous, en plus de l'intérêt intrinsèque pour cette j'ai dit en anglais, je ne sais pas pourquoi, cette très vaste population de meilleures conditions. Pour en parler, deux invités tout à fait pertinents sur cette question. D'abord, Jeanne Sou. Jeanne Sou, merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Alors, vous êtes professeur en management à l'Université Laval. Vous êtes titulaire de la chaire Jarilovsky en gestion des affaires internationales. Vous êtes consultant d'entreprise, de gouvernement sur les questions d'économie chinoise depuis plusieurs années. Vous avez participé à l'école d'été sur la Chine du CIRIOM et on vous en remercie. Parmi vos textes récents, un publié dans la Revue économique et sociale en Suisse, Participation de la Chine à la nouvelle division internationale du travail. Et nous avons avec nous Sébastien Carrier. Merci d'être avec nous, Sébastien. Merci. Vous êtes doctorant en géographie. Vous préparez une thèse sur justement l'impact des migrants sur l'économie chinoise, sur la condition des migrants. Vous faites du travail de terrain, où vous revenez d'ailleurs d'un séjour en Chine. Vous avez publié déjà un chapitre dans le livre Regional Minority and Development in East Asia, publié chez Routledge. Bon, alors d'abord, on peut parler de l'évolution récente de la situation des salariés en Chine. Jeanne Sou, on sent que depuis, avec l'explosion jusqu'à la crise de l'économie chinoise, une progression d'à peu près 10% par année,
il y a eu un impact sur les revenus des salariés. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui, c'est que la Chine a connu une croissance importante depuis 1978. Donc en fait, décembre 2008, la Chine fête 30 ans de réformes et changements. Si on va regarder ce qui s'est passé au cours de ces 30 dernières années, on voit l'économie chinoise a connu un progrès très important. Et surtout au niveau de l'exportation. On l'appelle Made in China. Mais que veut dire Made in China? Made in China est compétitif parce que le prix des produits chinois demeure compétitif. Pourquoi c'est compétitif? Il y a toutes sortes de raisons. Le gouvernement chinois donne beaucoup d'incitations, je dirais, de soutien. Et aussi, bien sûr, il y a l'efficacité de certaines entreprises ouvrières chinoises. Mais aussi, je dirais qu'il y a un sacrifice que beaucoup d'ouvriers chinois ont réalisé au cours de ces dernières années. Donc, pendant longtemps, pour avoir une croissance rapide, et donc le gouvernement chinois a négligé cet aspect social très important. Donc, il n'y a pas vraiment de loi sérieuse qui régularise les conditions de travail et niveau de salaire, etc. Mais depuis récemment... Oui, et d'ailleurs, si je peux me permettre de reculer d'un pas, donc dans le régime communiste, il y avait ce qu'on appelait le bol de fer, c'est-à-dire les gens étaient relativement maltraités, mais au moins avaient la certitude d'être logés et de manger, c'est l'idée du bol de fer. Mais là, avec l'irruption du marché, du capitalisme d'État, finalement, qu'on connaît en Chine, il y a eu une période où ce filet social minime, mais réel, a disparu. Pour exactement. des Donc peut-être on pourrait qualifier une sorte d'effet balançoire. Parce que avant la réforme en 1978, l'entreprise chinoise en Chine, c'était essentiellement une entreprise étatique. Ce n'est pas l'entreprise au sens occidental du terme à l'époque, c'est plutôt une unité de production, une sorte de mini-État-providence dans laquelle on donne ouvrier tout vient votre juste expression pour l'enfer. Okay? Donc, depuis la réforme, un des objectifs que le gouvernement chinois vise, c'est essayer de stimuler davantage la motivation des entreprises et des ouvriers pour obtenir plus d'efficacité. Donc, c'est là qu'on voit une sorte un phénomène balancier vers une sorte de libéralisme. Okay? Donc, sans loi, on va inciter les entreprises de recruter, utiliser librement des main-d'œuvre, surtout des main-d'œuvre qui viennent des régions rurales, afin de promouvoir le développement économique. Donc, cette période de capitalisme sauvage, finalement. Exactement. On peut utiliser très justement ce mot sauvage. Et depuis 2004, la situation a changé. La Chine a pu accumuler l'ensemble de fonds. Il faut reconnaître, la situation des citoyens chinois s'est beaucoup améliorée. Donc, depuis 2004, il y a une nouvelle stratégie de développement. Et c'est officiellement à partir de 2004, on commence à parler de défis sociaux qu'on doit essayer de rendre notre développement plus socialement responsable. Là, on voit, il y a l'ensemble de mesures prises. Premièrement, l'ensemble de politiques gouvernementales afin de forcer les entreprises chinoises d'augmenter régulièrement les salaires. Donc, dans toutes les villes, on a instauré salaire minimal. Et deuxièmement, tout récemment, il y a l'ensemble de lois sur les conditions de travail. Par exemple, 1er janvier 2008. On va revenir, Jeanne Tsui. Donc, il y a l'ensemble de mesures prises. 2008. Je voudrais qu'on fasse d'abord, qu'on reste encore un petit peu sur cette phase de capitalisme sauvage. Et je me tourne vers Sébastien Carrier. Donc, avant, toujours, lorsqu'il y avait le bol de fer, il y avait aussi l'impossibilité pour les Chinois de changer de région à leur gré. Ils changeaient de région lorsqu'on leur disait pour faire des grands travaux ou pour être dans l'armée. Mais là, cette libération a fait en sorte que il y a ce phénomène des travailleurs migrants qui s'est développé. Dites-nous comment ça s'est passé. D'abord, il faut savoir ce sont qui les travailleurs migrants. Les travailleurs migrants, ce sont donc des ruraux, donc ce sont des paysans qui vont travailler dans les villes. Et la population rurale en ce moment est environ 800 millions de personnes. Et ces travailleurs ruraux comptent pour environ 150 à 200 millions. 150 à 200 millions, à 200 millions, donc de ruraux. Donc, on est parti de presque zéro. Presque zéro donc, à aux années. 200 millions en combien d'années? Environ 25-30 ans. En 25-30 ans. Donc, un énorme déplacement de population. Tout à fait. Et donc, ce nombre a accéléré énormément dans les années 90 et aussi dans les années 2000. Donc, et il y a eu un léger ralentissement avec la crise de l'année dernière,
fin 2008 et début 2009. Alors, quelle est la condition de ces travailleurs migrants lorsqu'ils arrivent sur les zones côtières? Ils travaillent dans les entreprises, notamment qui sont vouées à l'exportation. Quel est leur statut? Quels sont leurs droits? D'abord, il faut comprendre que ces travailleurs, pour la plupart, ne sont pas déracinés du milieu rural. En fait, donc, ils font des migrations qu'on peut appeler circulaires. Donc, ils vont travailler en ville et reviennent donc dans l'année ou après une année ou deux donc dans le village. Donc, ceux-ci, donc, ils migrent souvent en réseaux sociaux. Donc, le réseau social est très important pour trouver un emploi. Mm-hmm. Donc, ils migrent en petits groupes. Et donc, c'est comme ça qu'ils peuvent trouver un emploi là, dans les villes. Mm-hmm. Alors, donc, leur situation est toujours... Et ils envoient une partie de leur salaire dans leur zone d'origine. Tout à fait. Ce qui fait que leur revenu fait partie un peu de l'économie locale, est une partie des ressources de leur village d'origine. Tout à fait. En fait, il faut voir l'immigration à travers en fait, la famille paysanne. La famille paysanne donc, divise sa force de travail entre le travail agricole et le travail ouvrier dans les villes. Donc, mais cette disponibilité d'une masse aussi forte, donc de travailleurs migrants, avait aussi comme impact de pousser à la baisse les salaires, puisque si quelqu'un ne voulait pas travailler à un salaire moindre, on pouvait toujours trouver un travailleur migrant. Et ces travailleurs migrants, Jansu, n'avaient pas de statut légal. Finalement, dans une première phase, ils étaient considérés comme presque des non-personnes. Et c'est jusqu'à aujourd'hui, pour être considéré comme un citadin, vous devez avoir une sorte, une espèce de citoyenneté de la ville. Okay? Donc, ces immigrants ruraux, une fois ils se sont installés en ville, donc aujourd'hui, au moins, le progrès, c'est qu'ils peuvent travailler en ville, mais ils n'ont pas la possibilité d'obtenir cette citoyenneté de ville. C'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas bénéficier de l'ensemble de bien-être qu'un citadin pourrait avoir. Et surtout, ces gens-là sont jeunes, mais ils exploitent leurs bras parce qu'ils ont peu d'éducation. C'est la raison pour laquelle, en fait, ce qu'ils font essentiellement, c'est un domaine où il y a des saletés, mal payés, beaucoup de dangers, etc. Donc, par exemple, la plupart de ces gens-là travaillent d'abord dans l'industrie manufacturière. Beaucoup alimentent Made in China. Donc, plus que 58% des travailleurs dans l'industrie manufacturière aujourd'hui en Chine viennent de ces gens-là. Et aussi, beaucoup travaillent dans le domaine construction. Et quasiment 50% des travailleurs dans le secteur tertiaire en ville, dans des régions urbaines, sont des gens qui viennent des régions rurales. Donc ces gens-là, si vous regardez, ils s'occupent des tâches simples, des tâches lourdes, mais surtout, faute de citoyenneté et faute des lois, je dirais, efficaces, ils sont très mal traités. Beaucoup de, je dirais, entreprises abusent ces gens-là. Donc, vous avez beaucoup de travail supplémentaire. On va vous donner des contrats de travail temporaires consécutifs pour éviter de payer trop de charges sociales. Vous n'êtes pas permanente. Exactement. On va vous licencier à notre guise. Surtout, on offre peu de formation. Donc, qui fait en sorte que quand il y a moins de crise économique ou moins de bouleversements, donc ce sont des gens qui seront les premiers touchés. Par exemple, depuis l'année dernière, dans le cadre de cette crise économique mondiale, l'économie chinoise est lourdement touchée, mais la grande victime, ce sont ces gens-là, que personnellement, je qualifierais de col noir. Parce qu'ils travaillent pour des boulots très, très sales, et ils ont un statut vraiment des citoyens second de l'ordre. Donc, c'est là un grand problème d'ordre social grave en Chine. Sébastien Carrier, vous avez travaillé un petit peu sur donc, leurs conditions de vie, conditions de travail, mais aussi sur leur tentative de se défendre et le rôle des ONG là-dedans. Pouvez-vous nous en parler un peu? Les ONG en Chine commencent, donc il y en a de plus en plus, mais ça reste très minoritaire comme phénomène. Donc les ONG sont aussi très surveillées par le gouvernement donc, chinois, mais ces ONG peuvent des fois donner du support donc, légal quand c'est travailleurs migrants. Donc il y a quelques causes très célèbres de travailleurs qui avaient fait des grèves et que les ONG ont pu aider légalement à avoir leurs droits et à sortir de prison. Mais c'est des cas très anecdotiques. Donc et on parle d'ONG étrangères ou d'ONG chinoises? Beaucoup des ONG sont étrangères, mais également des chinoises. Mais il faut savoir que celles-ci doivent être enregistrées
auprès donc, du gouvernement donc, chinois et sont très surveillés et ont une action très limitée, en fait, donc, dans la quête des droits des migrants. Alors, c'est ça. Donc, on sait que le gouvernement chinois tolère un certain nombre d'activités individuelles, mais est réfractaire à toute organisation Tout à fait. indépendante du Parti communiste chinois parce qu'ils craignent donc un Solidarność chinois, par exemple. Et Zhenshu, ça pose la question des syndicats. Alors, il existe un syndicat en Chine, c'est le syndicat du Parti communiste chinois qui a toujours été un relais, finalement, du parti. Sauf que avant, tout le monde travaillait pour des entreprises d'État. Maintenant, plus de 60% du capitalisme chinois ou des entreprises chinoises sont privées. Un grand nombre sont étrangères. On a eu un cas type il y a 2 ans, celui de Walmart, qui ne voulait pas reconnaître le syndicat officiel. L'État a obligé Walmart à reconnaître le syndicat officiel. Est-ce qu'on sent du côté de cette organisation syndicale qui est liée au pouvoir un regain de dynamisme dans la défense des droits de leurs membres? Il y a en termes relatifs un regain de dynamisme, c'est vrai, dans le cas des syndicats chinois, mais c'est loin d'être ce qu'on voit dans les pays occidentaux. Parce qu'au fond, je ne crois pas qu'à court, même à moyen terme, les syndicats chinois pourraient être autonomes. Okay? Tant et aussi longtemps que ces syndicats ne se détachent pas du contrôle administratif ou politique du gouvernement ou du Parti communiste chinois, ils ne peuvent pas jouer pleinement leur rôle. C'est vrai qu'au cours de ces dernières années, étant donné la structure économique chinoise change, il y a davantage des entreprises privées, il y a davantage des entreprises à capitaux étrangers. Même le gouvernement chinois commence à inciter la création de syndicats, de succursales de syndicats, au sein de ces entreprises-là pour mieux protéger les ouvriers chinois. Okay? Mais les marges de main-d'œuvre, dans le cas de ces succursales de syndicats qui sont toujours liés au syndicat central contrôlé par le Parti communiste chinois, leur marge de main-d'œuvre demeure limitée. C'est vrai, quand il y a des litiges, il y a des conflits, ils peuvent faire des choses. Mais par contre, ils ne peuvent pas organiser ni de grève, ni de grandes actions. Parce que selon la constitution chinoise aujourd'hui, le droit de grève n'est pas reconnu. Non, mais le nombre de conflits augmente. Et ce qui est intéressant, augmente d'une façon très, très importante. D'où vient l'obligation du gouvernement chinois depuis quelques années de faire face sérieusement ce problème d'ordre social. Est-ce que, donc, il y a une nouvelle loi qui a été adoptée l'an dernier, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, si je ne me trompe pas, dans lequel un certain nombre de droits ont été affirmés. Bon, par exemple, il faut savoir qu'en Chine, c'est un contrat individuel que chaque ouvrier a avec l'entreprise. Dans un grand nombre de cas, il n'y avait pas de contrat. L'entrepreneur pouvait dire qu'il n'y en avait pas ou qu'il n'avait pas en frein. Et là, cette nouvelle loi-là, entre autres choses, fait basculer le fardeau de la preuve. Si l'employé dit devant un juge « moi, j'ai mon contrat et il n'a pas été respecté », si l'employeur ne peut pas donner un texte écrit prouvant le contraire, on va donner raison à l'ouvrier. Est-ce que vous, Sébastien Carrier, vous avez vu, est-ce que ces décisions commencent à changer la condition des travailleurs migrants? Les travailleurs migrants utilisent depuis très peu donc, ces moyens légaux pour affirmer leurs droits. Donc, juste pour aussi, par exemple, les syndicats, avant 2003, les migrants n'avaient même pas le droit faire partie d'un syndicat parce qu'ils étaient réservés aux ouvriers urbains. Donc là, il y a un changement qui s'opère, mais ça commence. Donc, on est dans les débuts du changement. Est-ce qu'ils sont conscients de ça? Est-ce qu'ils sont même conscients de l'existence de droits légaux? Les droits légaux, oui, certainement. Mais en général, sont très peu politisés. Donc, ces migrants, ils vont travailler dans les villes pour faire le plus d'argent possible. Ils sont prêts à même endurer des conditions très, très dures pour faire de l'argent. Mais là, on commence à voir, donc, avec les protestations qui augmentent dernièrement, qu'ils ont une conscience de ces droits. Mais une chose importante à préciser, c'est que ces conflits sont presque toujours ciblés contre l'entreprise ou contre... en fait, des entreprises qui les engagent et jamais ou presque contre le gouvernement. Non. Donc, c'est très localisé comme protestation. C'est prudent aussi. C'est prudent, évidemment. Il peut arriver que le gouvernement soit contre l'entreprise et pour des ouvriers. Ça, c'est sûr. Oui, tout à fait. En plus, ces conflits sont souvent d'ordre de revendication pour ce que
les ouvriers considèrent comme ils devraient avoir. Il ne s'agit pas de nouvelles revendications comme ce qu'on voit dans notre syndicat dans les pays occidentaux. Donc, par exemple, vous n'avez pas payé à temps mon salaire, je le dois. Ou bien j'ai eu un accident, l'entreprise n'a pas donné de dédommagement. Ce sont des revendications, je dirais, rudimentaires. C'est encore là le problème qui n'a pas été bien résolu. Parce que le problème, il y a la loi et il y a l'application de la loi. Alors, est-ce que le pouvoir chinois a la volonté, parce que c'est lui qui décide en dernier ressort, de dire, bon, je viens d'établir des normes minimales du travail, on peut les appeler comme ça, je veux qu'elles soient appliquées, ou est-ce que c'est seulement de l'ordre du discours? Oui, je dirais d'abord, adoption de ces lois, surtout en 2008, avec le contrat sur la loi sur le contrat de travail, aussi la loi sur la promotion de l'emploi. Ces lois sociales, pour moi, représentent un progrès social notable en Chine. Parce que sans ces lois-là, les ONG ou les ouvriers, ils n'ont pas une sorte de point de repère pour défendre quoi que ce soit. Donc pour moi, à ce sens-là, le gouvernement chinois fait quelque chose de vraiment important. Donc à partir de cela, est-ce que le problème sera résolu pour autant? Il faut observer. Mais personnellement, je voyage souvent au cours de ces dernières années en Chine. Ce que j'ai observé, c'est le gouvernement chinois cette fois-ci est très sérieux parce qu'il est conscient qu'après 30 ans de développement fort économique en Chine, c'est que les revendications, la capacité de défendre l'intérêt des travailleurs chinois a beaucoup augmenté. On réclame davantage. Donc, si on continue d'ignorer ces revendications, il y aura des problèmes même d'ordre politique. Le gouvernement chinois est sérieux. Et dans le cas des chefs d'entreprise, il faut voir la situation. Parce que j'ai l'impression, par exemple, 2007, j'étais plusieurs fois en Chine, je vois qu'à ce moment-là, le souci pour une grande majorité des patrons d'entreprises chinois, que ce soit biblique ou privé, c'est quoi? C'est comment mieux se défendre, détourner ces lois qui seront en vigueur bientôt. Je vous arrête parce que effectivement, c'était scandaleux. Les entreprises américaines, par exemple, en Chine, ont fait un lobby très fort contre ce projet de loi parce qu'ils ne voulaient pas une augmentation des droits des travailleurs chinois. La Chambre de commerce européenne, elle, à cause de pression locale, a dû se dissocier de cette opposition. Mais est-ce que les entreprises chinoises, elles, étaient favorables ou ont aussi réagi? Je dirais que c'est quasiment une décision d'ordre politique imposée par les communistes chinois, par le gouvernement, et à cause de revendications, à cause de problèmes sociaux trop importants dans la population. Mais chez les entreprises, que ce soit étrangères implantées en Chine ou les entreprises chinoises, je pense qu'au moins en 2007, la veille d'application de cette loi, la forte majorité des gens n'étaient pas très contents. Parce que c'est une loi qui est assez rigoureuse. Si vous lisez bien, c'est assez exigeant. Donc, normalement, il faut attendre une augmentation de coûts sociaux très importants. C'est vrai, 2008, selon des statistiques, on peut constater que les entreprises, en général, ont vu leurs coûts sociaux augmenter de l'ordre au moins 20%. 20%. Bien sûr, c'est très important. Et vous avez mentionné un élément très important. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises étrangères en Chine. Donc, au cours de ces 30 dernières années, le gouvernement chinois a déjà approuvé au moins 600 000 entreprises étrangères en Chine. Aujourd'hui, ce qui existe, au moins la moitié, 300 000. Donc, c'est eux qui travaillent activement dans l'industrie. Ils contribuent un tiers de la production industrielle chinoise. Surtout, ils contribuent plus que 60% de Made in China, 60% de l'exportation chinoise. Donc, si on dit les Made in China ont été faits en quelque sorte au détriment des intérêts chinois, nos entreprises étrangères en Chine ont certaines parts de responsabilité. Je suis aussi scandalisé de l'entendre que certaines font des lobbies, font des pressions afin de ralentir ou retarder ou modifier cette loi. Moi, je pense donc la bataille n'est pas terminée, mais notre émission l'est. C'est dommage, on va se revoir pour voir comment ça progresse. Et c'est quand même extraordinaire de voir ce débat entre les entreprises étrangères et le Parti communiste chinois et les enjeux qui sont en cours. On termine toujours ces entrevues avec une plage musicale. Sébastien Carrier, c'est vous qui avez choisi cette plage. Qu'avez-vous choisi et pourquoi? Oui, en fait, c'est une chanson d'un chanteur italien donc du sud de l'Italie, du nom de Otello Profazio.
Et c'est une chanson qui parle d'immigration de travail, donc des Italiens du milieu du XXe siècle vers la Belgique dans les mines de charbon. Donc on peut faire des parallèles avec le contexte chinois, les mines de charbon en Chine qui sont probablement le secteur le plus dont les conditions sont les moins bonnes en Chine, avec plusieurs milliers de morts par année. Donc voilà, c'est un choix tout à fait judicieux. Jeanne Sou, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Sébastien Carrier, bonne fin de terrain et bonne fin de rédaction de thèse. Et on écoute, grâce à vous, Otello Provadio, et je vais même dire le titre, Lutrinu di Lussuli. Qu'est-ce que ça veut dire? Le train du soleil. Le train du soleil. Tu riscordo surfataro, abitanti a Mazzarino, con lo treno di Lusuli, s'avventura allo destino. Che faceva a Mazzarino, si travaglio non ci n'era, fece sciopero una volta e lo misero in galera, una tana, la sua casa, quattro ossa. À voir, lire et entendre, cette semaine, nous allons aborder un sujet assez grave et une question assez troublante pour l'espèce humaine, en fait. Comment est-ce qu'un bon voisin peut devenir, dans certaines circonstances, votre bourreau? Alors, c'est la question du génocide qui fait irruption dans des sociétés qui, auparavant, n'étaient pas enclines à de telles atrocités. Et aussi comment, non seulement la société, mais les individus participent à ce processus. Michel Fortman, merci d'être là, Michel. Bonjour Jean-François. Alors, vous avez lu 2 ouvrages pour nous à ce sujet. Alors, Michel, je vous présente. Vous êtes professeur de sciences politiques. Vous dirigez le CERCI, le Centre d'études et de recherche sur la sécurité internationale. Oui. Et donc, 2 ouvrages, je vais les présenter dans l'ordre. Donc, Jacques Semelin, qu'on a eu ici comme conférencier, d'ailleurs, l'an dernier, qui est de Sciences Po Paris, qui a publié au Seuil « Purifier et détruire ». Usage politique des massacres et génocides. Alors lui nous explique les étapes qui font en sorte qu'une société relativement pacifique peut sombrer dans le génocide. Quelle est sa thèse? En fait, c'est vraiment une vision, je dirais, macro des processus de génocide. L'intérêt de son ouvrage, en fait, c'est qu'il prend 3 cas et les mène en parallèle. Ces 3 cas qui sont différents, à la fois dans le temps, mais aussi en termes de géographie. L'Allemagne, évidemment, donc la Shoah, le génocide juif. D'autre part, le Rwanda, donc, et tout ce qui a mené finalement au génocide du printemps 1994, mais finalement aussi la Bosnie. Et il essaye de comparer, en fait, dans ces 3 cas, donc le processus qui a mené... Pour lui, le moment clé est une crise, la crise d'une société, à la fois crise économique et politique. Dans le cas de l'Allemagne, évidemment, c'est l'Allemagne de l'après 1918, avec cette sensation de défaite. D'humiliation, avec le traité de Versailles. Etc., mais aussi la crise économique de 29 qui s'abat sur cette société avec beaucoup de chômage, etc. Ça, c'est une condition de base. Beaucoup de sociétés vivent ces crises sans passer à l'étape génocidaire. Oui, absolument, absolument. Le point clé, en fait, c'est une sorte de, de désignation par, en particulier, une classe intellectuelle, d'une partie de la société qui est désignée comme étant responsable, ou en partie responsable, de la situation de la société en crise. Donc, on désigne en fait un bouc émissaire. Pour utiliser cette image classique, pour l'Allemagne, évidemment, ceci va être les Juifs. Pour le Rwanda, pour disons les Hutus qui sont majoritaires au pouvoir en Rwanda, ce sera les Tutsis. Évidemment, donc la guérilla qui tente à ce moment-là donc de reprendre le pouvoir au Rwanda. Et pour les Serbes, particulièrement en Bosnie, ce sont les musulmans qui les ont en fait trahis historiquement en fait en allant du côté des Ottomans, bien dans le passé, etc. Mais là aussi, donc phénomène donc de désignation d'un bouc émissaire, exclusion. Donc vous avez le nous et le eux. Donc ce sentiment donc est récupéré évidemment par des autorités politiques qui vont l'instrumentaliser à leur propre fin. Et à partir de là,
en fait, sera planifiée, surtout dans des situations, par exemple, de guerre, l'élimination. C'est-à-dire que la guerre, par exemple, pour l'Allemagne, va être en fait l'occasion, le catalyste qui va amener Hitler à décider à ce moment-là l'élimination, l'extermination de ce corps étranger que sont les Juifs. Bon, alors il y a la question centrale, parce qu'on peut comprendre, il y a une crise, on désigne un bouc émissaire, donc on se dégage de responsabilité dans cette crise, ça nous dispense aussi de résoudre la crise peut-être. On désigne un groupe, on réunit politiquement contre ce groupe, donc on se maintient au pouvoir, mais de là à dire qu'on va se mettre à les éliminer, il y a quand même un pas supplémentaire qui ne semble pas nécessaire à la prise et à la gestion du pouvoir et de la crise. Oui. Et puis, bon, pour les nazis, on dit, ben écoutez, il y a un moment où c'est une psychose, c'est une dérive non nécessaire à l'économie générale de la chose. Est-ce que Semlin trouve de la rationalité en quelque part? C'est peut-être le plus facile à expliquer dans le cas allemand. C'est-à-dire c'est véritablement l'éclatement de la guerre. Donc c'est entre 39 et 40 et 41 qui est vraiment véritablement pris la décision. C'est-à-dire que Hitler et les nazis en général perçoivent les Juifs comme étant responsables du déclenchement de la guerre. Et je pense qu'il y a un discours d'ailleurs caractéristique de Hitler où il dit les Juifs ont déclenché cette guerre, les capitalistes américains en particulier, ou les Juifs bolcheviques russes. Vous voyez, il le dit, mais il sait que c'est faux. Peu importe. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, en quelque sorte, la rationalité de cette dichotomie et cette exclusion est déjà réalisée, en quelque sorte. C'est simplement un point catalyste où on dit ils ont entrepris cette démarche de faire la guerre pour nous éliminer. C'est une question de survie. Nous devons les éliminer avant que eux le fassent, en quelque sorte. Et donc là est prise la décision de Hitler d'exterminer complètement donc cette classe de gens. Donc l'idée d'une menace ultime à la survie d'une société, comme dans le cas par exemple de la Bosnie aussi, c'est, si nous ne faisons pas ça, si nous ne nettoyons pas ethniquement la Bosnie, nous allons être battus. Donc ils se convainquent eux-mêmes de ça, même si ce n'est pas rationnel. Oui, ils vivent dans leur propre monde, absolument. Alors, passons au deuxième livre, qui lui est d'un auteur allemand, Harald Welzer, « Les exécuteurs des hommes normaux aux meurtriers de masse ». Alors lui ne s'occupe pas du macro, mais du micro. Comment est-ce que le boucher devient bourreau? Voilà. Alors, disons que c'est une interrogation qui est beaucoup plus personnalisée, qui est beaucoup moins abstraite que celle de Semlin. Semlin c'est un ouvrage d'intellectuel, pour intellectuel. Et quelquefois, lorsqu'on cherche justement des réponses très concrètes à ce questionnement, par exemple, on préférerait quelque chose de beaucoup plus qu'on puisse toucher du doigt. C'est ce qu'apporte Welzer. Lui, véritablement, en fait, laissez-moi vous donner un exemple. Il y a quelques années, un auteur américain, Christopher Browning, a écrit un ouvrage qui s'appelait « Les hommes ordinaires », le bataillon de police 101. C'est en fait une unité de l'armée allemande qui, au début des années 40, en fait, elle était composée de gens tout à fait ordinaires. Donc, des épiciers, des fermiers, des fonctionnaires, des ronds de cuir, en fait, des gens absolument ordinaires qui n'auraient pas fait de mal à une mouche. Ces gens-là, en fait, ont été amenés, on leur a ordonné d'aller exécuter, éliminer des villages entiers de Polonais. En fait, dans l'ensemble de leur activité, ce bataillon 101 a tué, c'est-à-dire, et là on parle de tuer d'homme à homme, en quelque sorte. C'est vraiment, vous prenez un fusil ou un pistolet et vous tirez à la tête, que ce soit des enfants, des femmes, etc. Donc, extermination totale et rapprochée. Et voilà. Et ces gens-là, en fait, vous avez une date clé, c'est en juillet 1942, et on les a simplement mis devant le fait accompli. Matin à 5 heures, on les a mis devant le village, on a dit voilà, ce village comporte 1800, 1500 juifs. En fin de journée, ils doivent être morts. Alors, qu'est-ce qui fait qu'ils ne disent pas non? Exact. Alors, c'est exactement la question que pose Harald Welzer. Comment se fait-il que des hommes ordinaires... Christopher Browning a décrit la situation et Harald Welzer tente de l'expliquer. Et ce qu'il met en évidence, en fait, c'est un mécanisme, un triple mécanisme.
C'est un mécanisme plus large, en fait, qui correspond au changement de normes d'une société. Et en Allemagne, par exemple, ce changement de normes, évidemment, arrive en 1933, où des lois, des pratiques, des règlements qui excluent les Juifs de la société normale, donc ce fameux « nous » et « eux », sont imposés et acceptés par l'ensemble de la société. Donc, il y a un travail psychologique. On a déjà intégré le fait que ce n'était pas des égaux. Exactement. Ce n'est pas nous. Donc, ce qui leur arrive ne nous touche pas. Donc, ceci met en jeu à la fois la peur, c'est-à-dire la peur que si on se lève pour protester, vous allez évidemment être pointé du doigt, etc. Mais aussi l'habitude. C'est-à-dire qu'après avoir accepté, par exemple, que l'on interdise aux Juifs les parcs publics ou les associations sportives ou les associations professionnelles, on admettra qu'ils soient mis dans des ghettos, par exemple, ou déplacés. Et vous voyez, donc c'est un processus d'habitude. Et de dévalorisation de la minorité. Exactement. Mais on pense quand même qu'entre leur enlever des droits, les mettre dans des ghettos, les déplacer et tuer quelqu'un, il y a un pas qui serait difficile à franchir. D'où le deuxième mécanisme. C'est-à-dire que ce que le premier mécanisme explique, c'est cette espèce d'autisme. C'est-à-dire donc, en quelque sorte, cette passivité totale d'une collectivité qui ne se préoccupe plus de ce qui arrive à l'autre, en quelque sorte. Le deuxième mécanisme, mais c'est aussi un conditionnement qui vous habitue à voir ou à, disons, expérimenter des choses qui vous poseraient problème autrement de plus en plus. Deuxième mécanisme est un mécanisme groupal. Donc, c'est-à-dire que ces policiers-là, donc ces gens ordinaires, en quelque sorte, sont mis dans un contexte évidemment militaire, en dehors de chez eux, mais ce que, en fait, les psychologues de groupe ont mis en évidence, et ceci dans les années, au début des années 60, c'est que dans un contexte de groupe, l'être humain est amené, pour une majorité d'entre nous, à obéir à des ordres qui sont inhumains et le faire sans problème de conscience. Ce sont des expériences bien connues qu'on appelle les expériences de Stanley Milgram, qui ont été faites non seulement aux États-Unis, mais dans 10 autres pays, où en fait des gens sur lesquels on faisait cette expérience-là ont été amenés à infliger, entre guillemets, des douleurs de plus en plus fortes, jusqu'à en fait des chocs électriques mortels. Donc 65% des gens sur lesquels ont été menées ces expériences-là sont allés jusqu'à la mort. Jusqu'au bout. Alors, Michel Fortman, c'est quand même terrifiant, la capacité humaine de se fermer à la douleur humaine. C'est vraiment, c'est un phénomène troublant. Merci de l'avoir éclairé pour nous. Donc, vous suggérez le livre de Jacques Semelin aux intellectuels qui s'intéressent à ça, mais le livre de Harold Welzer, Les exécuteurs, le public généraliste averti peut y avoir accès. Absolument. Qu'avez-vous pensé pour illustrer de façon sonore un thème aussi sombre? Justement, en fait, pour souligner la responsabilité de l'individu par rapport au leader, il y a une chanson qui date des années 60, qui était Mes 20 ans, donc d'un chanteur britannique Donovan, qui s'appelle Universal Soldier. Michel Fortman, merci beaucoup d'avoir lu tout ça pour nous. Et nous écoutons grâce à vous Donovan interpréter Universal Soldier. He's 5'2" and he's 6'4". He fights with missiles and with spears. He's all of 31 and he's only 17. He's been a soldier for 1,000 years. He's a Catholic, a Hindu, an atheist. Voilà, c'était Planétaire pour cette semaine. Merci d'avoir été là. Je vous indique que si vous voulez avoir des liens vers les ouvrages dont nous avons discuté, vers les biographies de nos invités, ou vers cette émission ou les autres émissions planétaires précédentes, elles sont disponibles en ligne sur le site du Cerium, cerium.ca. Vous y verrez également les annonces de nos conférences publiques pour les semaines à venir. Vous y êtes conviés, elles sont en accès libre. Merci à l'équipe technique de Planétaire pour cette semaine, Luc Laflamme, Ognian Guerriev et Jean-François Da Silva Larue. À la semaine prochaine.
Après 3 ans d'école d'été, c'est toujours aussi bien, c'est vraiment, l'atmosphère est sympathique. C'est une chance vraiment unique pour nous de pouvoir essayer de parsemer encore plus notre éducation. Peut-être c'est le thème qui a rendu l'ambiance décontractée, mais en tout cas propice à l'apprentissage. J'apprends énormément de choses sur mon propre travail. Je trouve que c'est enrichissant. Et les messages, les nuances qu'on essaie de faire passer sont vraiment très très bien intégrés par les étudiants. Au bout d'un moment, il se crée une espèce de communauté, ce qui fait qu'on a un certain nombre de questions qui, même si elles ne sont pas au programme, viennent traiter dans le cadre des discussions. Je me rends expert moi-même en faisant ça.